Merci à vous toutes et vous tous d'être parmi nous. L'objectif de ce midi, c'était surtout d'écouter Colline sur tous ces enjeux et ces défis qu'elle a menés depuis maintenant une dizaine d'années, et aussi sur la nouvelle trajectoire qu'elle est en train de prendre et qu'elle est en train de donner à la Rosée. Et je vous recontextualise juste un tout petit peu notre rencontre. Moi déjà enchantée, je m'appelle Marine Barnerias. Donc je dirige une société de production qui développe des émissions pour la télévision et des films pour le cinéma. Et il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance de rencontrer Colline et des membres de son équipe en lui partageant un projet qui s'appelait le projet Virgule Bleue. C'était un podcast où on essayait de démocratiser l'univers maritime et de donner la parole à des artistes, à des chefs étoilés, des monteuses de films cinéma, au monde de l'art et de la culture, au service du vivant, au service de la nature, au service de l'océan. Et j'avais contacté Colline pour qu'elle nous accompagne dans cette aventure, et elle avait embarqué en fait son énergie folle, que vous connaissez sûrement tous, et elle nous avait accompagnés pour développer le podcast Virgule Bleue, qui a été un podcast qui a extrêmement bien marché sur Ouest France TV, où on a eu des retours assez incroyables. Et donc voilà, et donc je suis ravie aujourd'hui de t'interviewer, ma chère Colline. Merci, et de prendre le temps avec toi pour qu'on comprenne tes nombreux défis. Déjà, comment tu vas là? Bah écoute, je vais très bien parce que je suis là avec toi et avec vous, et j'adore ce genre de format justement pour expliquer la rosée, mais en prenant le temps et pas juste en étant minutée sur un thème. Donc je suis très heureuse d'être là. Et en tout cas, ce qui est bien, Colline, c'est qu'on va essayer de... Tu vas pas faire le Becherel aujourd'hui, mais tu vas essayer de nous donner ta définition de certains mots qui pour nous paraissent peut-être des évidences, mais qui sont très compliqués à concrétiser dans l'univers professionnel. Aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà nous expliquer le grand tournant que tu as envie d'entreprendre avec la Rosée? Il y a un mot qui le définit, c'est le mot, tu souhaites que cette entreprise soit régénérative. Oui. Déjà, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot-là, régénératif, ça veut dire rendre plus à la planète que ce qu'on lui prend. C'est vraiment ça, parce que finalement, quand on a une entreprise, on détruit. On produit, on détruit, on peut faire comme on le fait depuis le début, depuis 10 ans, essayer de limiter notre impact, dans tout ce qu'on fait, de repenser notre façon de faire pour que ce soit avoir un impact le plus faible possible. Mais à la fin, on détruit quand même. Et donc, l'idée là, c'est d'être une entreprise à visée régénérative et donc d'arriver à rendre plus à la planète, à la réparer. Est-ce qu'on peut repartir du point de départ, cette fameuse goutte d'eau au début de la Rosée, là maintenant ça fait 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire déjà les racines et pourquoi tu as eu envie de monter cette entreprise? Alors, la fameuse goutte d'eau, je te dirais que c'est ce que j'ai ressenti, c'est un manque et une envie. Parce que en fait, j'étais au comptoir de la pharmacie, pharmacienne, et Mao aussi. Et en fait, c'est au comptoir qu'on a fait des constats. On était amenés tous les jours à conseiller des produits, du coup, aller retourner, regarder les listes d'ingrédients, regarder la promesse marketing. Et finalement, c'était souvent décorrélé. Et on a eu envie d'une marque cohérente, une marque avec un discours transparent, dont on aurait confiance justement les yeux fermés. Et c'est ça qui nous a donné envie de créer la Rosée. Une envie aussi de retrouver en fait dans les produits à la fois du sain, du naturel, mais du vrai naturel. Donc voilà, c'est pour ça la Rosée, on est jusqu'à 100% d'origine naturelle. Et aussi l'efficacité bien évidemment, donc bien doser nos actifs. Et cette dimension éco-responsable dont on ne parlait pas du tout il y a 10 ans, vraiment pas. Et là on était vraiment précurseurs, tu vois, on était à l'aube d'une révolution dans les cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ça. Comment on peut être aujourd'hui, à nos échelles très différentes, chacune à nos échelles, par rapport à nos entreprises, comment on peut être précurseur d'une vision? C'est-à-dire comment toi, tu as créé ce côté un petit peu avant-gardiste? Parce que ça paraît simple comme ça sur le papier, mais ça a été extrêmement compliqué de passer tous ces obstacles, ces combats et de rester aligné. Comment tu as fait? Alors déjà, je pense que c'est le propre de l'entrepreneur de percevoir ce qui va être et ce qui ne va ne plus être, parce que du coup, sinon, on pourrait tous monter son entreprise. Donc, je pense que c'est quelque chose de viscéral, c'est un feeling que tu as, tu arrives à te projeter en fait sur les besoins de demain. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pour traverser tout ça, mais je pense qu'il faut avoir justement cette vision bien ancrée, tes valeurs, là où tu veux emmener ton entreprise, enfin ton idée de départ. Tu façonnes cette idée et il faut que ce soit bien ancré pour traverser justement les années et prendre les bonnes décisions pour toujours garder le cap. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 10 ans, la Rosée a quand même explosé. C'est quand même assez hallucinant, l'aventure de cette société. Tu es partie avec des convictions qui étaient très fortes, avec
justement une ADN qui était forte, qui avait des valeurs très environnementales. On voit aussi au niveau des couleurs, c'est assez intéressant, c'est assez pur, c'est un petit peu décalé aussi par rapport à ce qui se faisait. Mais en fait, tu vois, tu me demandais la goutte d'eau, mais on voulait aussi justement cette marque dans laquelle tu peux te reconnaître, une marque joyeuse, accessible aussi en termes de prix. Je ne l'ai pas dit, mais ça c'était vraiment un élément de départ, puisque nous on est en moyenne à 15 €, donc on voulait vraiment que ce soit une marque accessible au plus grand nombre. Et voilà, une marque joyeuse, accessible, dans laquelle tu peux te reconnaître, ouais, et auquel tu peux t'identifier. Et je crois que c'est vraiment ça, on a réussi avec la rosée, et c'est peut-être un des facteurs clés de succès, c'est d'avoir réussi à toucher les cœurs, tu vois, autour de cette marque. Et aujourd'hui, on le voit avec ce pop-up, et je pense que les équipes qui sont là en bas en train de conseiller nous le disent tous les soirs en disant « mais et toi, Colline, tu le vois tous les jours ». C'est vraiment, il y a une passion autour de cette marque. Les consommateurs sont, c'est pas juste je viens acheter mon produit, ils sont embarqués par l'histoire, embarqués vraiment par la marque. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que pour embarquer, il faut créer une histoire, il faut créer une narration. Et cette histoire-là, tu as essayé justement de fédérer en fait, dans ton COMEX autour de toi. C'est-à-dire que toi, toute seule, seule, on ne fait rien du tout. Et donc, comment tu as réussi? Parce que je pense que ceux qui sont là ce midi, ils ont tous et toutes des convictions qui sont fortes. Et comment leur donner des conseils pour suivre ces convictions et s'entourer correctement? Et parce qu'en fait, les piliers sur lesquels tu t'es appuyé, ça a été des décisions qui ont été mûrement réfléchies. Donc comment tu t'as réussi à t'entourer au fur et à mesure de ces 10 années? Alors au départ, déjà, on était deux, donc avec Mao, donc une très forte amitié qui continue encore. Et voilà, et ça, c'est vraiment essentiel parce que dans notre parcours, en tout cas, tu peux entreprendre seul, mais le fait d'être un duo fort, ça permet de toujours relever l'autre quand il y a une difficulté, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même des montagnes russes, et le fait des deux, ça te porte dans toutes les difficultés, et même trois, puisque mon mari travaille aussi dans la rosée, on se partage tous les deux la direction générale aujourd'hui. Et au début, il travaillait dans l'ombre, le soir et le week-end, il faisait de l'audit financier, donc il n'était pas là à temps plein, et il nous a rejoints il y a 6 ans à temps plein. Donc voilà, c'est un trio qui se complète bien. Et puis après, effectivement, on a un COMEX et très très fort. Donc Colline, Lola fait partie notamment. Et c'est des personnes qui te mettent en sécurité, vraiment, pour pouvoir avancer. Parce que pour pouvoir avancer justement, et dans l'inconnu comme ça, et en disruptant un marché, en prenant toujours le contre-pied, en fait, tu ne peux avancer que quand tu te sens en confiance, en sécurité et uni. Sinon, la désunion fait qu'à la moindre difficulté, tu vacilles, tu sais plus sur quoi te raccrocher. Et dans toutes les étapes de la rosée, parce qu'en 10 ans, on est quand même passé de 0 à 100 millions, de 0 à 170 collaborateurs, être la 3e marque du marché en volume en pharmacie, avec seulement 42 produits. Ce qui est juste énorme, parce que les deux premiers, ils ont plus d'une centaine de produits. Même plusieurs centaines de produits. Donc avec 42 produits, donc une offre qui est très restreinte, vous arrivez à toucher une multitude de Français. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que les convictions que tu avais très profondes au départ, tu n'y as jamais dérogé, tu as suivi ta ligne. Exactement. Et puis, je pense que quand tu as justement une offre, parce que avoir une offre courte, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment renoncer à des lancements faciles, rapides, qui rapportent, etc. C'est d'avoir à chaque fois, pour chaque besoin, le bon produit. Donc, mettre du temps à le concevoir. Justement, c'est prendre le temps de te dire « je veux avoir la bonne formule ». Même si finalement, au lieu de le sortir l'année prochaine, je le sors dans 3 ans. Ça a été le cas pour nos solaires. On a renoncé pendant 3 ans jusqu'à ce qu'on trouve vraiment le bon complexe de filtre. Ce complexe de filtre qui n'abîmera pas les coraux. Ce complexe de filtre qui sera efficace pour la peau. Et on ne le trouvait pas, et on s'est dit impossible. On ne sort pas de solaire, même si effectivement tout le monde nous attend là-dessus et que c'est un marché monumental et que c'est indispensable pour la croissance de la rosée. On a attendu 3 ans jusqu'à trouver notre pépite. Et ça a été... le jour où on les a sortis, notre stick solaire, c'est le solaire le plus vendu en pharmacie. Donc, Et tu vois comment on s'affranchit, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va extrêmement vite. On allume nos téléphones, on scrolle, on voit la concurrence, on voit que les gens vont beaucoup plus vite que nous. Et comment on cultive cette patience de se dire « non, j'ai pas abouti mon produit, il répond pas à tous mes critères, donc on va pas le lancer le mois prochain, on va le lancer peut-être dans 6 mois. » Parce que ça, il y a un enjeu aussi assez économique. Donc comment les gens qui sont là ce midi peuvent dire à eux-mêmes ou à leurs salariés ou à leurs dirigeants
je pense qu'on n'a pas poussé assez loin et qu'il faut qu'on attende pour être vraiment en corrélation parfaite avec nos convictions. Je pense qu'au départ, il faut avoir défini ce que tu voulais et donc garder ce cap-là. Mais tant que tu ne l'as pas atteint, il ne se passe rien. Donc voilà, garder ce cap. Et tu parlais d'être entouré, il faut s'entourer de personnes qui savent dire non. Enfin, des garde-fous, tu vois, quand tu as la tentation de céder, la tentation de dire bon, allez, on y est presque, ça va. Et on a tous cette tentation-là. Je suis sûre que vous, dans votre quotidien, vous l'avez. C'est là où l'unité, c'est là où d'avoir justement des personnes en qui tu as toute confiance et qui sont alignées avec toi, qui partagent tes valeurs, te permet d'aller jusqu'au bout. Le fait de ne pas abandonner ou en tout cas d'avoir toujours l'énergie, la volonté, la détermination inébranlable, c'est des deux. Et c'est de se dire, c'est ça notre but. En fait, on a ce prévisionnel-là, mais en fait, on va le faire coûte que coûte. Et on y va. Et on y va. Et donc, c'est le cas pour chaque produit, c'est de ne pas avoir peur d'aller casser les codes, d'aller pousser le façonnier dans ses retranchements pour aller chercher ce qu'il ne sait pas encore faire. Parce que c'est ça, en fait, aussi créer des innovations, parce qu'on on a toujours voulu lancer un produit, et c'est d'ailleurs dans notre feuille de route, de lancer un produit que lorsque c'est une vraie innovation pour le marché. Donc, pour ça, tu es obligé quand il y a un vrai sens. Oui, que tu apportes quelque chose de nouveau. Mais donc, est-ce que pour toi, tu te dis que tu crées des choses parce qu'il y a un besoin, donc c'est parti du besoin du citoyen pour créer tes propres produits, mais par contre, les besoins, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une multitude d'entreprises qui se créent et qui créent des produits qui répondent forcément à des fake besoins dont on n'a pas besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, la rosée répond à des besoins qui sont nécessaires? Voilà, on a créé les essentiels du soin, de la salle de bain et de la table à langer. Et on se repose la question constamment, chaque année, de leur réelle utilité dans le mode de consommation à venir des 5-10 prochaines années. Et ça, on se regroupe justement en codir en se disant, mais est-ce que ce produit finalement, il est utile de chez utile? Parce que c'est l'essentiel de l'essentiel. L'essentiel de l'essentiel. Et même avec 42 produits, on peut se dire qu'on peut encore réduire. Tu vois, il y a des produits qu'on n'a pas et on peut agrandir sur des segments essentiels, mais il y a des produits où on se pose la question. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans notre esprit, réduire sa gamme, c'est réduire son chiffre d'affaires. Forcément. Exactement. Et donc, tu te dis, en tant que dirigeante, si je réduis mes gammes, je vais avoir moins d'argent. Ouais. Et donc, en fait, comment tu arrives à réinverser les choses? J'ai envie de parler du poids des mots. Je trouve que les mots, aujourd'hui, ça nous étiquette. Les mots comme décroissance, je le trouve nul. Renoncer, on n'a pas envie de renoncer, c'est pas un mot qui donne envie. Non. Et donc, est-ce que tu pourrais essayer déjà, dans ton regard, nous donner une nouvelle définition du renoncement et une nouvelle définition de la décroissance? C'est pas facile. Non, je sais. Mais du coup, je dirais que renoncer, si la définition littérale, tu dirais, c'est se priver, c'est abandonner, c'est faire une croix sur quelque chose. Donc voilà, ça c'est chiant. Renoncer, c'est vrai que c'est un mot dont on n'a pas envie. Mais si tu te dis que renoncer, c'est choisir, alors là, c'est autre chose. Parce que finalement, tu vois, dans le choix, c'est rester fidèle à tes valeurs. C'est pas te perdre, tu ne te trahis pas quand tu fais des bons choix et tu es OK de renoncer dans ce cas-là. Tu le vois d'une manière différente. Je choisis, donc finalement, je renonce. Et je vais te donner des exemples concrets. Finalement, pendant 10 ans, on a renoncé, mais sans le savoir. Parce qu'en fait, on ne s'est jamais dit, tiens, on veut rester à 42 produits. Mais tu vois, on a renoncé de lancer, je ne sais pas, une huile de douche, plus un gel douche, plus une odeur vanille, avec une odeur abricot, avec une odeur, tu vois, voilà. Mais on ne l'a pas conscientisé, on s'est dit, on veut un produit de douche. On veut une crème peau sèche, une crème pour les peaux mixtes. Je réponds à un besoin. Quand on a lancé notre gamme bébé, on a renoncé à lancer des lingettes. Est-ce qu'on a dit qu'on avait renoncé à lancer des lingettes? Non. En fait, on l'a fait direct parce qu'on s'est dit, en fait, on ne veut pas de lingettes. C'est pas possible, ça détruit les sols. Donc, on ne le fait pas. Et on a lancé nos 5 produits bébés. On est arrivé en pharmacie en disant, voilà nos 5 produits. On a fait un gel lavant, un liniment, etc. Bon, on n'a même pas évoqué les lingettes. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tout part d'une conviction. C'est-à-dire que quand tu es un petit peu tu sais pas trop où tu vas, tu n'arrives pas à embarquer les gens. Non. Et quand tu as une conviction qui est très forte, et ben en fait, c'est ça qui permet de fédérer. Donc, renoncer, c'est embarquer. Renoncer, c'est embarquer. Donc, renoncer, c'est choisir. Renoncer, c'est embarquer. Renoncer, c'est finalement ne pas se trahir. Renoncer,
c'est aussi être robuste. Et ça, c'est un autre mot important parce que quand tu deviens une entreprise robuste, tu renonces pas à l'ambition. Tu choisis une ambition plus juste, plus vivable, plus durable. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se cherchent, qui ont envie de transformer aussi leur modèle économique dans lequel ils grandissent, qui ne sont parfois pas alignés avec l'écosystème dans lequel ils sont. Et ce qui est intéressant, c'est comment leur redonner du pouvoir. Même s'ils ne sont pas dirigeants d'une marque, tout le monde a des petites graines à planter à son échelle. Alors, déjà, je pense qu'on n'est jamais vraiment impuissant parce qu'on peut toujours agir. Même un petit pas, c'est une action. Je pense que pour pouvoir agir, il faut avoir compris les enjeux, finalement se dire pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses. Donc, si par exemple, tu as conscience de l'urgence climatique, et que tu dis « oh là 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 là, c'est vraiment la merde, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Bah, finalement, ce qui va te sauver de cette angoisse, c'est d'agir, de rentrer en action. Et du coup, effectivement, tu peux te dire « ouais, mais je sais pas, je vais pas pouvoir décider parce que en fait, au-dessus, peut-être qu'ils sont pas d'accord, etc. » Bah, en fait, la façon que toi, tu vas pouvoir agir, c'est de planter des petites graines, c'est d'aller convaincre une première personne sur tes convictions, mais pas en balançant des injonctions ou en disant tu devrais faire ça, tu machin. C'est, tu vois, moi, ma conviction, j'ai pris conscience de l'urgence climatique parce que, je sais pas, j'ai vu telle émission, j'ai machin. Tu vas raconter des récits, tu vas sensibiliser, tu vas toucher les cœurs et du coup, après ça, ça va donner envie à la personne peut-être d'y réfléchir, tu vas planter tes fameuses petites graines et c'est ainsi que tu agis. Tu n'es pas obligé derrière de te mettre une pression monumentale en te disant bah, du coup, il faudra que je fasse ça et ça pour y arriver. On peut commencer déjà juste par planter des graines, convaincre et c'est comme ça que les choses se font. Et je prends l'exemple de nous chez La Rosée quand on a fait le parcours à la CEC. Franchement, même s'il y a eu vraiment ce sursaut... Tu peux juste peut-être réexpliquer la CEC pour tout le monde. C'est la Convention des entreprises pour le climat. Donc, c'est une association d'intérêt général qui permet de faire des parcours pour les dirigeants pour leur faire changer de regard, les transformer et leur donner des outils pour finalement rentrer dans l'action, la transformation de leur entreprise et devenir des entreprises avisées régénératives pour le but ultime, quoi. Donc voilà, en tout cas déjà de les transformer. Et c'est un parcours sur 1 an, hyper exigeant, il faut du temps pour pouvoir le faire, ou quand on n'a pas le temps, on le prend quand même parce qu'on est convaincu. Et ça transforme complètement. Et c'est à la CEC que moi, personnellement, j'ai eu vraiment un déclic parce que tout est très bien fait pour te faire prendre conscience de l'urgence climatique. On se dit qu'on est mal informé d'ailleurs, déjà, c'est le premier constat parce que c'est là, quoi. On y est. L'urgence est un peu plus reculée et on est vraiment la dernière génération à pouvoir agir. Donc, on se rend compte de ça. Et pendant ce parcours, je ne peux pas vous l'expliquer, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est d'écrire une lettre. Ils nous font écrire une lettre au futur à une personne qui vous est chère, et cette personne l'ouvrira en 2040. Et cette lettre doit commencer par « Maintenant que je sais ». Et c'est vrai que quand on écrit « Maintenant que je sais », on l'écrit à ses enfants, on n'a pas envie de les décevoir et on a envie d'agir. Et donc, on leur dit « Ah, tu sais, je vais vraiment tout faire, je vais me battre, mais tu vas voir, vraiment, on va changer les choses et on va influencer, on va faire bouger les lignes, etc. » Et c'est cette lettre vraiment qui m'a mise en action et le lendemain, sans même avertir le CODIR avec Lola, dans la première réunion, on disait déjà, vous savez, La Rosée, on est en transition écologique. Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, vraiment. On savait qu'on voulait, on était déjà... on est une entreprise très engagée depuis le début, c'est dans notre ADN. De ça, quand même. Je veux dire, si on n'a pas de packaging secondaire depuis le premier jour, si on a des formules hautement biodégradables, des packs recyclés, recyclables, des formats solides, tous nos packs sont éco-conçus. Je veux dire, dans cette industrie, on se dit déjà, waouh, c'est quand même un exemple, La Rosée. On est engagé depuis le jour 1, mais à la CEC, tu te rends compte que finalement, justement, réduire ce qu'on fait, réduire notre impact avec des packaging éco-conçus, etc., ça ne suffit pas. Il faut réparer, il faut rendre plus à la planète. Et c'était ça le point de bascule. Et tu vois, quand on t'entend dire ça, tout de suite, ce que ça réveille en moi, c'est de me dire, est-ce que c'est un discours commercial de se dire, on va rendre plus à la planète? Comment aujourd'hui, on peut rendre plus à une planète qui nous a déjà tout donné? Comment c'est possible économiquement, même dans une entreprise?
Donc, comment toi, rendre plus à la planète, comment concrètement ça va se formuler? Bah, du coup, ça s'est formulé petit à petit. C'est pour ça que je disais juste, quand on a dit on est en transition, c'était comme la vision, c'était comme une pierre non polie, enfin complètement brute, qu'on a dû polir petit à petit pour la rendre finalement visible, compréhensible pour déjà en interne, pour les équipes, et puis en externe. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, on a publié notre feuille de route, donc ça y est, c'est concret. Elle est officielle, vous pouvez la retrouver. Et je vais le dire simplement, ça veut dire produire des produits essentiels, des produits utiles. Donc ça, heureusement, c'était déjà le cas. Parce qu'on ferait quelque chose d'inutile, là, dur. Mais là, des produits utiles, on aura toujours besoin de se laver. Enfin, on a besoin de ces produits-là. Donc voilà. Les produire localement, ça on le faisait, mais on peut aller encore plus loin là-dedans. Et en réparant nos écosystèmes. Voilà, c'est vraiment ça. Et comment on les répare? C'est en faisant des partenariats qui réparent. Et comment? Eh bien, c'est d'aller convaincre nos façonniers de faire autrement, convaincre nos façonniers de dire, bah, voilà, les challenger, comment vous utilisez l'eau, comment vous achetez vos ingrédients. C'est nous-mêmes de nous dire, bah, en fait, dans nos produits, on va mettre, plutôt que de mettre des ingrédients qui peuvent servir à l'alimentaire, on va utiliser des déchets, des ingrédients upcyclés qui ont déjà servi. Donc, comme on a l'huile de noyau d'abricot, on a du concombre comme ça, on a du pamplemousse. Qui a déjà été utilisé. Qui a déjà été utilisé. Donc, c'est réfléchir autrement, c'est de prendre ton produit et te dire, en fait, comment dans sa composition déjà, je peux faire mieux. Donc, voilà. Et c'est d'aller challenger ces façonniers, ces fabricants, en disant, bah voilà, on va formuler différemment, on va se reposer la question avec des déchets très efficaces, comment on peut prendre ces déchets très efficaces plutôt que de prendre des ingrédients qui ne sont pas des déchets. Voilà, ça, c'est la première chose. Comment tu communiques avec cette vision-là, avec l'industrie pharmaceutique, par exemple? C'est quand même un monde qui va pas... Est-ce que ce monde-là est aussi en train de changer pour toi et en train d'accompagner cette transition? Parce que c'est ce que tu dis, on est complètement d'accord avec ça, mais l'univers dans lequel vous êtes, l'univers du cosmétique, l'univers de la pharmacie, c'est des univers qui sont assez complexes à transformer en interne. Oui. Et donc, comment tu heurtes? Qu'est-ce qui se passe quand tu évoques cette transformation-là à ces grands dirigeants de labos, de concurrents de cosmétiques? Quelle est la réaction? L'idée, et ça fait partie en fait du programme régénératif, c'est de les embarquer avec toi. Parce que c'est pas toi et ton entreprise, tu vas pas changer le monde, c'est collectivement qu'on va le changer. Et donc, c'est de leur donner envie de s'embarquer. Avec Mustela, justement, on fait partie d'un consortium sur le vrac pour justement arriver ensemble à imposer le vrac en pharmacie. Aujourd'hui, on est juste à la phase de test, c'est dans peu de pharmacies. Et tu peux nous réexpliquer rapidement le vrac en pharmacie? Peut-être que tout le monde le sait, mais ceux qui vont peut-être écouter ton intervention, ils ne le savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire le vrac en pharmacie? Ben, ça veut dire que tu n'as plus de contenant, tu as un flacon pour... on était 6 au départ, 6 labos, maintenant on est plus d'une dizaine, mais c'est un seul flacon pour tout le monde en verre. Et en fait, la personne vient à la pharmacie, achète son flacon en verre ou revient avec, et puis se sert du vrac de La Rosée, de Mustela et des autres marques présentes. Et en fait, c'est un meuble commun. Donc, il a fallu être ensemble, se mettre d'accord, mais c'est hyper dur. Moi, je voudrais une étiquette un peu rose. Oui. Ah bah moi, non, moi, je veux qu'elle soit... Ah bah moi, je voudrais qu'il y ait un signe. Machin. Il faut se mettre d'accord. Il faut arriver à se dire, OK, bon, il n'y aura pas notre marque vraiment. Enfin, sur le flacon, il n'y a pas de reconnaissance. En fait, t'étais plus dans la compétition, en fait. T'étais dans la coalition, en fait, t'es ensemble. Et ça me fait penser, justement, souvent, quand on pense au profit, l'opposé du mot profit, pour moi, c'est l'humilité. Parce que parfois, l'humilité ne permet pas forcément de faire des grandes affaires parce que tu t'effaces au profit de quelque chose d'autre. Oui, et donc, la notion de profit aujourd'hui dans ton regard, la notion de succès, il est urgent de la redéfinir pour les salariés, pour les dirigeants, pour se dire qu'on peut faire du profit en disparaissant. Et c'est aussi super intéressant de rebâtir, renommer en fait tous ces mots-là. Comment tu rebaptiserais le mot du succès aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants? Ouais.
Mais justement, ça fait aussi partie de notre feuille de route, redéfinir la notion de succès, parce que si tu définis le succès comme étant la réussite, c'est un chiffre d'affaires, en fait, si c'est un chiffre d'affaires mais que c'est basé sur un naufrage environnemental, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Donc le succès, pour moi, là, ce serait justement d'arriver à produire ces produits utiles tout en rendant plus et d'avoir emmené avec nous tout notre écosystème, nos façonniers, nos partenaires, notre logisticien, tout le monde, mais aussi nos clients et finalement aussi notre industrie et peut-être les autres industries. Et là, ensemble, si on change tous notre manière de faire, là, quel succès! On va dire qu'en fait, on est en train de réparer notre planète, on est tous sur la même, on vit sur cette planète et on la détruit. Et du coup, tu laisses à tes enfants, pour gagner ta vie finalement, une vie horrible. Tu te dis qu'ils pourront, déjà ils verront plus les lions, ça me perturbe, les éléphants, etc. Et ça c'est dans 15 ans, tu vois, 25 ans, pardon. C'est pas dans 50 ans, tu vois. C'est vraiment demain. Mais tu vois, par exemple, le rapport du GIEC, on le connaît tous, hein, ça fait des décennies. La Rosée n'était même pas encore créée quand ils alarmaient sur la situation environnementale du monde. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que quand tu as conscience des choses, face à cette conscience, tu peux avoir aussi cette grande anxiété qui est grandissante, cette dépression même. Tu peux être en colère. Quand tu es en colère, tu embarques moins les gens. Et donc, comment tu fais, toi, en tant que dirigeante, quand tu as conscience des enjeux, tu les vis, on le ressent là, tu vois. Tu les vis, tout ça. Comment tu fais dans ton quotidien pour accepter ce temps long, cette transformation qui prend du temps, le changement des mentalités qui va prendre du temps encore. On se rend bien compte aujourd'hui que ça fait des décennies qu'on nous le dit, et pourtant, on en est encore là à essayer de sensibiliser à cette thématique. Donc comment toi, tu fais face à tes propres angoisses aussi en tant que dirigeante, et comment tu arrives à gérer quand les gens en face de toi, tu arrives dans une pharmacie, on comprend absolument rien de ce que tu nous racontes et on n'a absolument pas envie d'aller dans ta direction. Ça arrive souvent. Est-ce que tu te braques? Est-ce que tu t'énerves? Comment tu réagis? Non, mais j'accepte justement le temps de chacun. J'accepte de planter mes graines et de me dire qu'en fait, j'ai peut-être pas convaincu tout de suite, mais que, en tout cas, j'ai posé ma graine. Je me suis pas perdue, je me suis pas trahie, j'ai expliqué. Et en fait, c'est pas forcément, c'est un combat parce que être une entreprise engagée, c'est une entreprise combative. Mais finalement, c'est pas qu'un combat. Quand tu commences à raconter l'histoire, à sensibiliser, et on en parlait, à créer aussi de l'émerveillement de cette planète, l'émerveillement sur des choses simples, du vivant, des relations. Enfin, en fait, tu touches des cœurs et là, tu commences à parler avec ton interlocuteur et du coup, qui te comprend. Et il va peut-être pas rentrer lui en action tout de suite, mais en tout cas, tu l'auras sensibilisé forcément parce que ça reste un humain, il a un cœur, tu vois. Et donc du coup, c'est à ce moment-là et c'est prendre le temps d'expliquer les choses. Si tu arrives en disant on fera pas de plan trade, etc. parce que en fait, finalement on est une entreprise régénérative, à visée régénérative et que ça va pas avec nos valeurs et voilà, et c'est comme ça et pas autrement, en face il te dit écoute, je vais prendre une autre marque parce que moi j'ai besoin de faire un moins 50% sur le deuxième parce que c'est comme ça dans notre industrie. Tu vois, tu vas pas le sensibiliser. Par contre, si tu arrives et que tu lui dis attends, on va prendre 3 minutes, montrer je sais pas quelques images impactantes, je vais t'expliquer pourquoi moi en fait j'en suis là. Mais juste, on prend le temps, 3 minutes, vraiment de raconter une histoire. En face, il va te dire, bon, ok, je comprends, ça m'intéresse peut-être pas pour le moment, j'ai quand même envie de ma promo, mais bon, j'aime bien de savoir que quand même, il y a des entreprises engagées, tu vois, ça me rassure que d'autres le fassent, tu vois. Ça. Mais bien sûr. Et ça tu te arrive sens moins souvent. seul. Ouais. Voilà, donc du coup, et puis lui, peut-être qu'il passera à l'action et qu'il se dira un jour, non, mais je ne choisis que la rosée parce qu'en fait, je choisis dans ma pharmacie d'avoir des produits avec autant d'engagement et finalement, c'est ça que j'ai envie de prôner. Donc oui, tu vises le long terme. Parce que, en fait, une entreprise qui aujourd'hui ne met pas la RSE au cœur de sa stratégie, et Lola, qui est directrice RSE ici présente, est au CODIR, et on a une directrice RSE depuis 3 ans, donc c'est quand même fort pour une jeune entreprise. Parce que normalement, la RSE, c'est pas la dernière roue du carrosse, mais on attend de pérenniser la société avant de mettre la RSE dans le game. Exactement, et c'est souvent justement pas au cœur du business, et nous, c'est ça, on prend des décisions en fonction de la RSE. Et du coup, c'est pas pour autant qu'on est des mauvais gestionnaires, que la rosée va mal, qu'on n'est pas rentable, pas du tout. Mais en fait, c'est juste qu'on fait des choix, on sait renoncer, on apprend la notion de robustesse, on redéfinit la notion de performance. C'est ça notre quotidien en fait. Quand on t'écoute, on se dit punaise, c'est simple quoi.
franchement, c'est génial. Moi, demain, je monte la boîte avec des convictions, une ADN forte, etc. Moi, j'ai envie de parler des obstacles, j'ai envie de parler de tes difficultés, j'ai envie de parler de tes trous noirs, j'ai envie de parler de tes fragilités aussi. Quand tu fais un petit rétro-planning sur ces 10 années, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu as différentes difficultés à nous partager pour qu'on comprenne aussi et qu'on se dise, quand nous, on va être dans ce fameux trou noir ou ce brouillard, comment on peut en sortir et comment on peut continuer d'y croire? Ouais. Alors, des difficultés, il y en a tout le temps. Enfin, choisir cette voie-là, c'est choisir la voie difficile parce qu'en fait, c'est effectivement perpétuellement convaincre de produire autrement, convaincre de consommer autrement, convaincre les pharmaciens de proposer une offre différente et du coup de prendre le temps de la formation, etc. Donc, c'est des difficultés tout le temps. C'est faire face aussi, je donne un exemple, quand on a lancé notre gamme capillaire avec notre flacon en verre, donc gamme entièrement rechargeable, les pharmaciens, ils nous disaient, mais ok, donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on va vendre un flacon vide. Enfin, juste, on savait que vous étiez fous, mais alors à ce point-là, franchement, là, vous avez perdu pied. Enfin, vraiment. La soirée était un peu trop arrosée la veille, quoi. Voilà, là, un flacon vide, enfin, donnez-le nous. Mais non, tu te dis, non, c'est pas déjà qu'en fait, on a déjà redéfini notre modèle pour avoir on a des marges vraiment plus restreintes que les concurrents parce qu'on fait différemment, on veut être un produit accessible avec des formules vraiment abouties, etc. Donc déjà, tu as changé de modèle. Le flacon en verre, si on l'offre, ça rentre pas en fait. Donc du coup, non, c'est un flacon qu'on va acheter et tu vas convaincre, tu vas au combat et ils te disent, bon, je le prends parce que c'est la rosée, mais alors c'est sûr, ça va être... ça va être une cata. Ils te disent pas... ok, génial, on y va. Encore une fois, c'est une minorité, mais c'est cette minorité-là que tu retiens. Ils te disent, bon, on est sûr que vous nous les reprenez si ça vend pas. Tu vois, c'est le truc un peu encourageant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas attendre l'engouement extérieur pour initier des démarches, en fait. Tu y vas parce que tu es convaincu. Ouais. Vous verrez, en septembre, on arrive avec un truc encore complètement nouveau, complètement innovant. Pareil. Tu peux pas nous donner des petits indices? Non. Okay. Non. Mais vous allez tous adorer. Donc, du coup, en fait, oui, des difficultés, il y en a tout le temps. Des combats à mener, t'emmènes perpétuellement. Mais à quoi tu te raccroches? Effectivement, à tes équipes, à l'engouement de tes équipes, à l'embarquement, le fait qu'on soit nombreux autour de ça. Des moments, tu sombres quand même. Des moments, tu te dis, c'est dur, c'est long, voilà. Mais il y a toujours quelque chose. Ça va être quand justement un consommateur nous écrit, et ça arrive souvent, et ça touche énormément, juste pour dire qu'en fait, ils utilisent les produits, ils peuvent plus s'en passer, et qu'en fait, c'est toute la famille, c'est les frères, les sœurs, les amis, etc. Mais ça te donne une énergie de dingue. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, tu parles des obstacles qui sont assez extérieurs à la rosée. Par exemple, les pharmaciens, quand tu arrives pour apporter cette nouvelle vision que tu as de ton entreprise. Mais déjà, même en interne, c'est-à-dire que, tu vois, nous, dans l'univers audiovisuel, on a tous des univers un peu différents. Mais par exemple, dans l'audiovisuel, c'est un combat perpétuel d'aller proposer une émission, vendre un film, trouver ton distributeur. Tu dois tellement être convaincu de ton propos éditorial et de la ligne éditoriale de ton film avant même que la personne qui t'achète soit convaincue de ton propre produit. Et donc, déjà, toi, en interne, ton équipage est indispensable. Et quand on grandit, on a des gens qu'on choisit moyennement bien parce qu'on ne peut pas tout gérer. Et donc, comment tu as réussi aussi à gérer ce bateau qui s'est transformé en paquebot, là, et donc, tu ne connais pas forcément tous les salariés par cœur. Et comment tu arrives à créer à garder cette notion de famille que tu as envie d'entretenir. J'ai la sensation que tu as envie d'entretenir cette notion de famille. Et comment tu fais? Et ça, tu as raison d'en parler parce que c'est une vraie difficulté quand on croît très très vite et on est passé, oui, comme je te le disais, de 0 à 170 collaborateurs. Finalement, il faut que cet ADN, il se transmette. Il faut que les valeurs se transmettent. Et ça, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a un ressenti. En fait, les gens sont là parce qu'ils sont convaincus, etc. Mais de savoir en parler, c'est encore différent. Et voilà, ils vont te dire, oui, ça c'est très la rosée. Mais c'est quoi la rosée? Et encore, après 10 ans, on est en train de redéfinir justement qu'est-ce que la rosée, nos valeurs. On le fait avec Marie-Robert. Vraiment, nos valeurs. Si on devait déterminer les 6 grandes valeurs de la rosée, quelles sont-elles? Et pour ça, on a... comment elles évoluent voilà, aussi. Comment elles évoluent. Ça, on a demandé justement à toute l'équipe, après un séminaire, à dormir dans des tipis, de donner 3 mots
Et c'est grâce à ça qu'on a déterminé nos 6 valeurs. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher aussi l'énergie chez des gens qui ne sont pas forcément au COMEX et qui ne sont pas forcément dirigeants, et d'aller chercher en fait ces racines-là. D'aller chercher cette racine-là, de tout le temps les rappeler, et puis aussi de transmettre, savoir parler de la transition écologique. C'est pas évident, mais moi c'est pas évident parce que j'aimerais vous dire tellement de choses parce que c'est pas, j'ai abordé qu'un tout petit peu effleuré ce qu'on fait en fait pour aller pour mener à bien notre feuille de route que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de la CEC, voilà, parce qu'on l'a publié, parce que c'est des vrais engagements, c'est justement pas marketing, c'est des vrais engagements sincères. Et en fait, transmettre aux collaborateurs, on a la mission de les former vraiment avant 2026 très bien justement à ces enjeux d'urgence climatique et pour qu'ils aient vraiment la notion de pourquoi on fait ça. Et puis aussi de les former à transmettre ces valeurs quand ils sont chez le coiffeur, en prenant l'apéro avec des copains, de savoir en parler vraiment mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, tu vois, il y a des choses qui marquent, comme par exemple, là, on fait appel à un bateau à voile pour emmener nos produits au Canada. Donc, tu vois, on faisait du transport maritime classique. C'est plus coûteux, le bateau à voile. C'est contraignant parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on le fait. Alors ça c'est intégré. Mais tu vois, pouvoir parler vraiment concrètement de qu'est-ce qu'un ingrédient upcyclé, qu'est-ce qu'un ingrédient régénératif, comment on fait pour embarquer nos partenaires, comment en fait on fait pour faire une relation directe avec notre agriculteur et que cet agriculteur-là, il va laisser ces terres se reposer pour que le vivant reprenne. Tu vois, tout ça, c'est difficile parce qu'en fait, chaque personne a sa mission, peut parler de sa mission, mais au global, c'est compliqué. Donc ça, c'est un combat aussi quotidien de savoir transmettre et je pense que c'est le plus difficile parce qu'il y a tellement à dire. Et je pense que je peux clôturer avec tes 4 enjeux que je trouve assez pertinents pour qu'on reparte avec ces 4 grands piliers que la Rosée va mettre. Tu pourras rectifier si je me suis trompée. Oui, mais ton premier pilier, c'est vraiment de repenser ton nouveau modèle pour concilier croissance et sobriété. Ton deuxième pilier, c'est d'apprendre la robustesse pour affronter les défis à venir, et ils vont être nombreux, et de ne pas en avoir peur. Et faire des choix forts, c'est-à-dire accepter de renoncer à beaucoup de choses. Et le dernier pilier, c'est de préserver justement cette transmission déjà en interne pour que le rayonnement soit externe. Voilà. T'as tout compris. Donc bravo à Colline et merci à vous tous pour cet après-midi.